on peut choisir la France. En tout cas, l'Élysée a fait tout pour et a mis les petits plats dans les grands, donc avant-hier lundi à Versailles, à l'occasion du sommet Choose France. Donc tout est dans le nom, Choose France pour choisir la France, ou plutôt choisissez la France, à l'impératif, mais on peut comprendre les deux. C'est donc un moyen pour l'exécutif de motiver, de convaincre les entreprises d'investir chez nous plutôt qu'ailleurs, un événement qui a été créé par Emmanuel Macron. Alors je vais un petit peu blablater pour vous donner un peu de contexte. Cette année, donc, 180 patrons d'entreprises françaises et étrangères ont été réunis, je vous l'ai dit, à Versailles, dans un contexte qui est un petit peu particulier. On a d'abord la France qui se targue d'être le pays le plus attractif en Europe en 2023 pour la 5e année consécutive. Donc ça vient d'un baromètre qui a été établi par le cabinet EY, publié début mai, c'était le 2 je crois. En 2023, la France a accueilli à peu près 1200 projets d'investissement. Un résultat qui, selon l'Élysée, je cite, vient valider toutes les réformes qui ont été conduites depuis 2017. On va y revenir. Deuxième élément de contexte, la situation économique en France qui pose question, on peut le dire comme ça, avec le déficit en 2023 qui a atteint 5,5% du PIB, plus que les 4,9% prévus. Et pour 2024, le gouvernement qui a revu ses prévisions à la hausse et le déficit qui devrait atteindre 5,1, 5,2, en tout cas plus de 5%. C'est donc dans ce contexte-là que le bilan de ce sommet Choose France, on a au moins 15 milliards d'euros d'investissements étrangers qui sont prévus, donc pour 56 projets en tout. Je ne vais pas vous faire la liste, on va parler de certains projets au fur et à mesure, voilà. Mais avec notamment un qui a un peu fait parler de lui, l'investissement le plus important jamais fait par Microsoft en France, avec 4 milliards d'euros pour développer entre autres notamment des data centers existants et puis des nouvelles structures. Tout ça, on va en parler avec nos invités. Laissez-moi vous présenter Henri Sterdignac. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Vous êtes économiste à Sciences Po et membre des économistes atterrés. Et à côté de vous, il y a Christian Saint-Etienne. Bonjour. Bonjour. Membre du Cercle des économistes et professeur d'économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM. Donc, pour commencer un petit peu sur ce sommet Choose France, je voudrais qu'on parle aussi, si on peut voir un peu comment on organise les choses, de l'attractivité de la France. On va revenir sur ce fameux baromètre dont je parlais, les investissements un peu plus en détail de Choose France, et puis un petit côté un peu politique, et puis on verra où on ira en fonction de la conversation. Emmanuel Macron qui parle d'un très beau succès pour ce sommet Choose France, la preuve que les mesures prises ces dernières années sont les bonnes. Qu'est-ce que vous lui répondez à Macron quand il dit ça ? Henri, Christian, comme vous voulez. Écoutez, d'abord, je pense qu'il faut se féliciter des investissements qui sont annoncés, mais la question, je pense, qui intéresse nos auditeurs téléspectateurs, c'est est-ce que ça va changer la donne par rapport à ce que vous disiez en introduction ? Est-ce que tout à coup, on va être en excédent budgétaire en 2024-25 ? Bon, quand on regarde les 15 milliards annoncés, il y a 6 milliards dans l'intelligence artificielle, mais ce sont essentiellement des data centers. Donc, qu'est-ce que viennent chercher ces investisseurs quand ils font des data centers en France ? Ils viennent chercher de l'électricité décarbonée à bas prix. La question, c'est est-ce que ça va nous aider à accélérer dans l'intelligence artificielle ? Est-ce que ça va nous aider à développer de nouveaux langages ? Est-ce que ça va constituer un écosystème très important en France ? Alors ça aide les startups actuelles, mais de fait, le premier écosystème d'intelligence artificielle en Europe, il est en Angleterre. Que le gouvernement français on y viendra peut-être parce que la France est en grande difficulté stratégique. Les ingénieurs ayant disparu des élites n'ont pas compris que la fabrication de microprocesseurs était fondamentale. Les Allemands ont obtenu dans les 2 dernières années 4 usines géantes de fabrication de microprocesseurs. La France a de la peine à ajouter une demi-usine à Grenoble. Donc sur les microprocesseurs, l'Allemagne domine en Europe. Sur l'intelligence artificielle
l'écosystème, c'est l'Angleterre. Nous sommes le 3e. Donc, on vient mettre des data centers, c'est très bien, mais ça ne va pas faire de la France le leader mondial sur ces sujets-là. On a ensuite beaucoup d'investissements dans la décarbonation, mais je termine. Et donc, on a ce qui est très bien, parce que ça va permettre, par exemple, de pérenniser un certain nombre d'usines de fabrication de pâte à papier. Donc tout ça, c'est très bien, mais ça pérennise des choses. Donc c'est bien, mais ça ne va pas, par exemple, permettre d'inverser le déficit extérieur. Et le paradoxe, si on veut s'amuser une seconde, c'est que le seul projet qui est vraiment significatif, c'est les frites, c'est-à-dire McCain, où on va vraiment avoir de la production, avec là aussi le paradoxe de toutes les faiblesses, qui est un indicateur des faiblesses françaises, c'est qu'on est le 2e producteur mondial de pommes de terre, mais on a un énorme déficit sur les frites, parce que nos pommes de terre quittent la France, se transforment en frites hors France et sont réimportées en France. C'est la même chose sur le chêne, qui est acheté par les Chinois, est transformé en parquet en Chine et revient ici sous forme de parquet, avec un bilan écologique monstrueux. Donc ce sommet est sympathique, mais ça ne modifie ni les capacités productives, stratégiques de la France de manière significative, ni ne permet de régler les problèmes de déficit que vous évoquez. Henri, je vous voyais réagir. Un sommet a réussi donc Le sommet est une opération de communication. Donc il faut bien le voir comme ça. Et c'est en plus une communication assez amusante, puisque chaque année, il faut faire mieux que l'année précédente. Donc on est dans un système un peu de statistique à la soviétique, où voilà, il faut... naturellement, les chiffres ne sont pas significatifs. Le problème, c'est qu'à Bercy, on a un service qui prépare ce sommet, qui téléphone à toutes les entreprises étrangères implantées en France et qui disent: est-ce que vous ne pourriez pas venir à Versailles, annoncer quelque chose, et puis voilà, vous aurez une place au repas de gala, et en échange, annoncez-nous quelque chose. Et donc, naturellement, les entreprises annoncent des choses, des fois, on reprend des choses qui n'ont pas été faites l'année précédente. On continue un peu l'existant, effectivement. Voilà, l'année dernière, on a annoncé 50 millions. Aujourd'hui, on annonce 60. Mais dans les 60, il y a les 50 de l'année dernière. Donc, c'est un numéro qui n'est pas très significatif. Mais bon, plus profondément, ça s'annonce, ça s'inscrit dans une politique dont on peut critiquer les insuffisances, mais qu'il faut quand même saluer. C'est l'idée qu'il faut... faire un grand effort pour réindustrialiser la France. Alors naturellement, si on dit qu'il faut réindustrialiser la France, c'est que part d'une évolution catastrophique dans le passé, où on a vu le nombre de travailleurs dans l'industrie diminuer de façon énorme. On a vu la part de l'industrie dans la valeur ajoutée diminuer. On a vu la part de la France, de l'industrie française dans l'industrie européenne diminuer de façon importante. Et là, peut-être que c'est insuffisant, on a quand même un gouvernement qui prend comme un des axes la réindustrialisation et aussi, heureusement, l'industrie verte et la décarbonation. Donc, même si on peut dire c'est pas assez, c'est pas bon, etc., il faut quand même saluer cet effort. Disons que choisir la France, c'est qu'un tout petit élément de communication par rapport à cet effort. C'est effectivement de quoi se vante notamment Roland Lescure, qui est notre ministre chargé de l'industrie, que, alors, effectivement, on se sert du sommet de Choose France, de l'annonce des 15 milliards pour un peu briller, mais voilà, pour vanter aussi. Lui parle d'un travail énorme pour inverser effectivement 30 ans de désindustrialisation. Alors, c'est le gouvernement du président Emmanuel Macron, donc évidemment on va vanter Emmanuel Macron. Est-ce que c'est que Emmanuel Macron qui travaille pour la réindustrialisation de la France ? Toutes les forces productives s'y attellent, mais on a des handicaps. Un peu particulier. Voilà, mais on a des handicaps
structurelles qui sont considérables, avec une fiscalité qui est très lourde, notamment la fiscalité de production. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que la désindustrialisation a été massive, hein, notamment dans les 25 dernières années. On a perdu le dernier point haut de l'économie française dans sa position sur les marchés d'exportation, c'est 1999. Et de 1999 à 2023, on a perdu pratiquement exactement la moitié de notre part de marché au plan mondial. Alors, il y a une partie qui s'explique par la montée de la Chine et des pays d'Asie qui s'industrialisent à grande vitesse. D'ailleurs, si nous sommes fortement désindustrialisés, la Chine est devenue la première manufacture mondiale. Donc, ce qui est peut-être le plus significatif, c'est de voir la part des exportations françaises dans les exportations de la zone euro, puisqu'à ce moment-là, on est tous à égalité avec la même monnaie. Et là, on a perdu un quart de nos positions en 20 ans. Donc le problème, on peut dire que depuis 2 ans, on a stabilisé la situation à un très bas niveau. Voilà. Donc c'est déjà bien. Mais le problème, et pour moi c'est clé, et on ne l'analyse pas suffisamment, il n'y a pas assez de travaux en France sur ces sujets-là, c'est qu'on a perdu la masse critique dans un nombre considérable de secteurs, qui font que réindustrialiser dans ces secteurs-là, ça va être extrêmement complexe. Il y a des tas de domaines où on ne produit plus rien. On ne produit plus de frigo, on ne produit plus de télévision, on ne produit pas de téléphone. La production de voitures, qui était un point fort français, s'est effondrée. On produit un tiers des voitures qu'on produisait il y a 20 ans. Alors, il y a eu des choix aussi des entreprises qui ont voulu délocaliser. Les grands constructeurs français ont plus délocalisé que les grands constructeurs allemands. Mais on se retrouve donc avec des secteurs qui sont tellement affaiblis qu'on aura du mal à remonter, sauf à mettre en place des politiques sectorielles extrêmement dynamiques. Et je termine par là, ce que fait Macron, c'est mieux que rien, hein, c'est bien, mais on dispose maintenant quand même de travaux qui montrent que... Alors, pour les auditeurs, le poids de l'industrie en France, de l'industrie manufacturière dans le PIB, est tombé à 9,5 points du PIB. Bon, c'est 18 en Allemagne, ça a baissé aussi là-bas, mais on est en gros 5 points en dessous de la moyenne de la zone euro, qui est autour de 14,5. Donc, si on voulait regagner ces 5 points, les études dont on dispose aujourd'hui montrent qu'il faut à peu près 10 000 hectares pour gagner un point, parce que les usines, il faut les mettre quelque part. Et ça, c'est un des problèmes, c'est que beaucoup de gens veulent réindustrialiser, mais chez le voisin. Bon, on ne veut pas d'usine chez soi. Donc là, il faut évoluer. Et si on veut regagner 5 points, il faut 50 000 hectares. Or, le gouvernement a fait des annonces à l'automne dernier. Il travaille sur la génération de 2 000 hectares à partir des friches. Donc voilà, on a arrêté la désindustrialisation, mais si on voulait réindustrialiser, ça ne peut venir que par une politique stratégique et sectorielle extrêmement puissante. Et ça, on ne le voit pas pour l'instant. Pourquoi ? Parce qu'on n'ose pas ? Non, d'abord, il faut dire qu'il y a eu un lobby pro-industriel. Le lobby n'est pas forcément péjoratif, qui se bat effectivement pour dire voilà, la situation de la France est catastrophique et donc il faut absolument prendre des mesures fortes pour l'industrie. Ça doit devenir une priorité nationale. Et bon, donc c'est pas seulement Macron, heureusement. Et là-dedans, l'opération Choisir la France, elle est contestable, parce que ce n'est pas une opération dans laquelle on va développer effectivement une industrie française avec des capitaux français qui s'inscrit dans un renouveau organisé de l'industrie française. On fait appel à des étrangers qui vont récupérer des niches qui sont favorables pour elles. D'un côté, comme l'a dit Christian, le bas prix de l'énergie non carbonée, le fait qu'on a le crédit impôt recherche qui fait que nos ingénieurs, s'il en reste, coûtent relativement moins cher. Et voilà, la contrepartie aussi, c'est qu'il faut faire une politique d'attractivité, c'est-à-dire
diminué, on a pratiquement supprimé les impôts de production, on a baissé fortement le taux de l'impôt sur les sociétés, on a mis en cause le droit du travail, etc., pour attirer les étrangers jusqu'à présent, les effets sont mitigés, mais ça signifie en rien qu'il ne faut pas continuer une politique industrielle avec le fait que pour avoir une politique industrielle, il faut avoir des politiques sectorielles. Dans ces politiques sectorielles, il faut, pour dire des gros mots, du protectionnisme et des subventions. Alors, je rebondis un petit peu sur ce qu'on disait il y a un instant avec vous, Christian, parce que ça interpelle dans le chat, sur justement ce côté, pour réindustrialiser, il faut de l'espace. Et ça, c'est une question, on s'est posé un peu la question en France, et il y a notamment la Gigafactory de Dunkerque qui a fait pas mal de remous de ce côté-là, sur justement, alors on prend de l'espace pour installer des usines, des Gigafactories, etc. Quelle compensation environnementale derrière et on a Maliana qui nous dit dans le chat, est-ce qu'on peut imaginer faire passer des terrains agricoles non exploités en terrains... Alors, je ne comprends pas très bien ton message, mais je le comprends dans le sens... prendre des terrains... Il y avait eu une manifestation d'agriculteurs qui avaient peur qu'on prenne leurs terrains cultivables, qu'on les place, qu'on les mette en gros en zone non cultivable, mais de compensation justement, pour pouvoir installer ces usines-là. Oui. Ça peut être un côté obscur de la réindustrialisation. C'est une contradiction de notre politique. C'est d'un côté, on dit zéro déagricularisation des sols, et de l'autre, le président, le gouvernement s'est engagé à permettre aux entreprises qui s'installent d'avoir des zones foncières pour pouvoir effectivement s'installer. Voilà, il faut vivre avec cette contradiction. Comme l'a dit Christian, il faut une grande campagne nationale pour dire aux gens c'est vachement sympa d'avoir une usine pas loin de chez vous parce que c'est de l'emploi pour vos enfants, et c'est des ressources fiscales pour votre commune. Sinon, effectivement, ça coince et on dit, voilà, tant pis, la France deviendra un musée que viendront visiter les riches touristes chinois et japonais. Donc, la réindustrialisation, ça doit être un vaste mouvement avec... en particulier, la question foncière, et puis une question qu'on va sans doute évoquer, la question de l'éducation et de modification des choix des jeunes quand ils font leurs études. Alors, c'est un point de blocage, ce que vous évoquez là, donc il faut le traiter, parce que sinon, si on le met sous le tapis, on n'avance pas. Donc on parle de 50 000 hectares, en fait c'est peanuts. On était prêt dans le pacte vert, c'est la révolte des agriculteurs de janvier qui a changé la donne, à mettre de côté 4% des terres arables dans le cadre du pacte vert. 4% des terres arables en France, c'est 1 200 000 hectares. Là, on parle de 50 000. Donc, on était prêt à mettre de côté 1 200 000 hectares sur le plan de la production agricole, quasiment sans discussion, par un vote au Parlement européen à Bruxelles, quand il se réunit à Bruxelles ou quand il se réunit à Strasbourg. Et puis 50 000 hectares pour l'industrie, alors c'est un drame. Non, c'est peanuts. Premier point. Deuxième point, comme je le disais, il y a beaucoup eu de travaux. On pense aujourd'hui que sur ces 50 000 hectares, au moins 20 000, si ce n'est plus, peuvent venir des friches, parce qu'on peut gagner des hectares en densifiant les zones industrielles existantes et en retraitant les friches. Le problème, c'est que, alors, les estimations sur les friches divergent, mais ça va de 100 000 à 300 000 hectares. Le problème, c'est que quand il y a des petits oiseaux ou des escargots qui sont installés sur les friches, on ne peut même pas retraiter les friches. Donc c'est pour ça que ça fait au moins 3 ans que je dis, pour traiter ces questions,
ça va amuser Henri, mais je suis favorable à une agence foncière nationale qui achète les hectares. Parce que si on attend que ça se fasse dans 20 ans, ça va être encore pire, encore plus de petits oiseaux et de petits escargots. Donc, et en plus, ça coûterait peanuts si on le fait, si on achète 50 000 hectares sur 7 ans. Et surtout, en France, on a une tradition qui fait que quand c'est l'État qui fait les choses, ça se passe mieux, s'il le fait bien en tout cas. Donc, on pourrait avoir une action de ce type. Alors là, le point central étant d'ailleurs que on ne peut pas mettre ces hectares n'importe où. Il faut le faire avec les industriels et les logisticiens parce qu'ils veulent s'installer sur les nœuds de communication et là où ils pourront embaucher de la main-d'œuvre pour faire tourner les usines. Et le deuxième point de blocage, en un mot, c'est que l'image de l'industrie en France, pour parler clair, reste, même si ça a un peu évolué, mais globalement dégueulasse. En réalité, réindustrialisée, c'est essentiellement des usines avec beaucoup de salles blanches et beaucoup de robots. La réindustrialisation, c'est en fait une électrification du système productif. Donc, vous n'allez pas avoir des cheminées avec de la pollution. Et donc, réindustrialiser, il n'y a pas de... c'est pas un mantra réindustrialiser. Réindustrialiser, c'est pour pas crever, quoi. C'est réindustrialiser, c'est pour donner du boulot avec des emplois qui payent correctement. On a une diagonale du vide en France, vous le savez, qui traverse la France en travers et où on a eu beaucoup de gilets jaunes. Et ben, les gilets jaunes, ils sont nés de la désindustrialisation. Ils n'avaient pas de boulot. Voilà. Donc réindustrialiser, c'est donner du boulot dans les zones où les gens ont besoin de boulot. C'est-à-dire d'avoir un emploi qui leur donne de la dignité et le pouvoir d'achat qui leur permettent d'avoir une vie sympa. Voilà. Donc, réindustrialiser, c'est le moyen de mettre fin au déficit extérieur. Le déficit extérieur, ça peut sembler un chiffre, mais si on fait l'analogie avec un bateau, c'est un trou dans la coque en dessous de la ligne de flottaison. C'est-à-dire qu'on embarque chaque année des dettes extérieures et on se met dans les mains des créanciers. Voilà. Donc, tout ça, c'est extrêmement malsain. Donc, si on... Et je termine... Tout ça correspond à un projet global. Si on veut que la France reste une nation souveraine qui puisse porter un projet politique un peu indépendant face aux grands géants que sont les États-Unis, la Chine, l'Inde et la Russie, qui n'ont pas du tout les projets français, voire même l'Allemagne, on l'évoquera certainement tout à l'heure, l'Europe est aujourd'hui sous domination allemande et l'Allemagne n'a pas un projet, c'est pas le même projet européen pour l'Allemagne que pour la France. Donc si on veut garder une France souveraine, il faut qu'on arrête le déficit extérieur et il faut qu'on ait les capacités de tenir debout. Voilà, réindustrialiser, c'est vouloir tenir debout pour être souverain et pour pouvoir continuer d'émettre un message français qui soit différent des autres messages. Et c'est pour ça que la réindustrialisation, c'est un instrument, c'est pas un objectif, c'est un instrument. Henri, Non, mais... Effectivement, c'est notre grande priorité nationale. C'est une de nos grandes priorités. C'est une de nos grandes priorités nationales. Avec naturellement, il faut savoir que il y a des contradictions. Il faut gérer ces contradictions. Il y a une contradiction entre certains objectifs écologiques et l'objectif de réindustrialisation. Voilà, il faut gérer. Il faut dire, voilà, dans certains cas, la priorité c'est la réindustrialisation. Dans d'autres cas, on dit c'est pas possible d'installer une usine dans cet endroit pour telle ou telle raison. Mais par ailleurs, on a beaucoup d'usines qui ont fermé. Donc exactement. On a des endroits où on peut réindustrialiser. Bon, il y a une autre contradiction qui est que souvent les entreprises ne créent pas énormément d'emplois pour des raisons parce que c'est l'informatisation, la numérisation, c'est les entreprises avec beaucoup de robots, peu de main-d'œuvre. Donc il faut accepter cela. Et puis le grand problème de choisir la France, c'est que il faut que les entreprises
grande partie des entreprises restent sous contrôle français. Donc, c'est pas génial, forcément, de dire aux étrangers, venez investir chez nous, dans la mesure où les profits ne seront pas des profits en France. Donc, ce qui est très important, c'est que les entreprises soient des capitaux français, sachant que les capitaux français, ça peut être des capitaux apportés par les grandes entreprises françaises qui doivent être incitées à investir, à embaucher en France et non pas seulement à l'étranger. Ça peut être aussi des capitaux fournis par un système bancaire et financier qui accepterait de prendre plus de risques en investissant en France. Et donc, pour ça que choisir la France, c'est quand même, c'est pas l'objectif principal, à mon avis, d'attirer les entreprises étrangères, sauf cas particulier, parce que si on veut faire de la politique sectorielle cohérente, il faut des capitaux français. Oui, non, mais en complément, on est d'accord. Si on fait une image sous forme de fusée avec des boosters comme les fusées américaines actuelles où vous avez 12 ou 32 boosters autour de la fusée principale. La fusée principale, elle doit être française. Donc Choose France, c'est un des 32 boosters de la fusée, mais ça doit pas être la fusée. Et ça suppose de développer les PME et les ETI françaises. Les ETI, c'est-à-dire ces entreprises de taille intermédiaire qui font entre 250 et 5000 emplois. Donc ce sont ces grosses PME et ETI qui sont clés dans la réindustrialisation. Parce que, puisqu'on a un tout petit peu de temps, juste pour dire que les grandes entreprises sont fondamentales dans la structuration des filières, mais structurellement et sur la durée, elles ne créent pas d'emplois. Quand on regarde les stats INSEE sur des périodes de 30 ans, ce sont les boîtes de moins de 500 personnes qui créent de l'emploi en net. Et les plus de 500 personnes sont clés pour la structuration des filières, la recherche, tout ça, mais en net, elles font de la productivité et ne créent pas d'emploi. Et souvent même, elles rachètent les petites boîtes, elles les intègrent et au passage, elles font du dégraissage et donc ça ne crée pas d'emploi. Donc parce que notre problème aussi, c'est de créer de l'emploi. Et donc, on attend une industrialisation réussie, réindustrialisation réussie. Aujourd'hui, on est à peu près tombé à 3 millions d'emplois dans l'industrie. Ça serait de gagner 1 million d'emplois. C'est à peu près ce qui correspond aux 5 points de PIB qu'on évoquait. Et 1 million d'emplois industriels, ça a l'intérêt de générer beaucoup d'emplois de services, ce qui permet de donner des capacités d'insertion à la population. Alors, ça nous sauve. 1 million d'emplois industriels, ça nous sauverait. Voilà. Mais on est encore loin. Voilà. C'est ça le problème, c'est qu'on est à... C'est ça. Depuis 7 ans, depuis que Macron est au pouvoir, si je ne me trompe pas, l'emploi industriel a augmenté de 180 000. Bon, ce qui n'est pas complètement nul, mais c'est quand même un mouvement qu'il faut accélérer. Et le grand mystère, c'est que l'emploi a augmenté, mais la production n'a pas augmenté. Voilà, donc, on est dans une situation où les emplois créés ne sont pas les emplois haut de gamme qu'on aimerait. Et donc, c'est... On a Sylmaurine dans le chat qui nous dit après je me demande si la réindustrialisation est vraiment un secteur porteur pour l'emploi d'avenir dans le cadre de l'automatisation des productions ou est-ce qu'il ne faudrait pas miser plutôt sur la formation, dans la maintenance, etc. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Cette distinction, elle n'est pas juste, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une grande partie de la production, c'est de la maintenance. Par exemple, dans l'industrie, il y a des métiers ultra qualifiés qui sont les gens qui règlent les machines-outils. Il faut les régler, etc. Et ça, on en manque. Je veux dire, pour fabriquer des chaussettes, par exemple, il faut des machines extrêmement précises. Il faut des régleurs de machines de chaussettes. On n'en trouve pas. Et c'est pour ça que il y en a beaucoup au Portugal. Donc, une grande partie des chaussettes, quand vous voulez relancer l'industrie
de la chaussette, vous êtes coincé. Parce que le problème, il y a problème lorsqu'une industrie a décliné, les compétences sont perdues, les jeunes n'ont pas été incités à s'y lancer, et quand on veut relancer le mécanisme, il y a toute une période où on trouve personne, et donc il faut convaincre des gens en disant, mademoiselle, faites de la chimie, parce que la chimie en France a un avenir. C'est un métier qui est... c'est porteur, c'est utile pour la société, plutôt que aller faire une école de commerce dont l'utilité sociale est beaucoup plus contestable. Christian. Pour répondre directement à l'auditrice, il y a une statistique sur l'installation des robots. Et quand on installe un robot dont le coût complet, c'est 100 000 €, le robot lui-même, c'est 20 000. Et 80 000 €, c'est de travail d'ingénieur et de technicien, parce que quand vous installez un robot, il faut reprofiler les chaînes de production. Et puis ensuite, il faut des opérateurs spécialisés pour faire tourner non seulement les robots, mais l'insertion dans les chaînes. Et ces gens sont très précieux, très qualifiés, et on a fortement négligé la formation de ces personnes. C'est pour ça qu'on va parler d'éducation. Mais il n'y a pas de réindustrialisation sans rénovation très forte de l'école, et notamment des filières professionnalisantes qui ont quand même beaucoup été marginalisées en France depuis 40 ans. Alors il y a un petit rebond de l'apprentissage depuis 5 ans, notamment dans l'enseignement supérieur, donc c'est devenu une forme de financement des études supérieures, mais il faut aller beaucoup plus loin, et ça suppose notamment toute une réflexion sur un des problèmes structurels majeurs de la France, c'est l'effondrement de l'école primaire, au sens où 20% des gamins sortent à 10 ans, 11 ans de l'école primaire sans maîtriser parfaitement les 3 compétences de base, c'est-à-dire lecture, écriture, calcul. Et ça, c'est un problème majeur, parce que on a chaque année 750 000 gamins qui naissent. Si vous avez... Alors, ça s'est un peu amélioré. C'était 21% il y a 15 ans qui ne maîtrisaient pas les 3 compétences. On est tombé à 18%. Mais enfin, 18% de 750 000 gamins qui ne maîtrisent pas les compétences de base dans une économie qui s'est numérisée et internationalisée, ouverte, ainsi de suite, c'est monstrueux, quoi. Ça veut dire qu'on lâche 150 000 gamins chaque année sans les moyens de s'en sortir dans la vie. Donc, c'est la priorité absolue, à la fois pour réussir la réindustrialisation, mais même sur le fonctionnement démocratique. Une partie des violences dans les banlieues vient de jeunes qui n'arrivent pas à s'insérer parce qu'ils n'ont pas les instruments pour le faire. Donc, c'est absolument décisif d'évoquer cette question de l'éducation. Oui, alors que peut-être que c'est un peu, naïf de ma part, cette réflexion, mais quand on pense justement d'un point de vue plus économique, réindustrialisation, en France, on a des centres d'excellence, de formation qui sont reconnus. Je pense à Saclay, entre autres. Voilà. C'est vrai qu'on voit moins cette idée de cette importance vous allez jusqu'à l'école primaire, effectivement. Mais tous les problèmes naissent de l'école primaire, parce que si vous avez des gens bien formés à 10 ans, ils vont s'en sortir à 20 ans. Mais après, rien ne dit qu'ils marcheront derrière pour la réindustrialisation. Il y a plusieurs problèmes. Premièrement, lorsque vous avez un projet industriel, dans le projet industriel, il faut intégrer une somme relativement importante pour la formation du personnel, parce que on ne trouve pas le personnel, et donc ça pose des problèmes à la fois de coût, mais également de délai pour trouver le personnel qualifié. Et c'est pour ça que quand on relance, à chaque fois, les entreprises disent on ne trouve pas le personnel qualifié, naturellement, parce que le personnel n'a aucune raison de se qualifier quand ça n'existe pas. Ensuite, il y a un second problème. Qui est que il faut orienter les jeunes vers les métiers, vers les filières scientifiques et vers les filières techniques, alors que souvent on considère que
non, que les filières techniques, c'est vraiment la honte, quoi. Donc ça, Oui, on a eu beaucoup cette image. Ça, Voilà, il n'y avait ça, que c'est- le, ça, c'est- le c'est- bac général qui valait quelque Voilà. chose, et puis derrière, Alors c'était. que, bon, voilà, et c'était, puis, il y a voilà, je veux dire, pour dire des choses méchantes et réactionnaires, voilà, je veux dire, on n'a pas besoin forcément d'un très grand nombre de maîtrises en sociologie ou voilà, mais on a besoin de techniciens et on a besoin d'ingénieurs et ça c'est. Et puis voilà, c'est pareil au niveau des écoles d'ingénieurs. Les gens qui sortent des écoles d'ingénieurs, ils doivent être ingénieurs. Ce qui ne sont pas. Ils doivent faire des carrières d'ingénieurs dans leur grande majorité, comme en Allemagne, où les gens sont ingénieurs. Ils sont ingénieurs pendant 30 ans et éventuellement, au bout de 30 ans, ils accèdent à des métiers de direction, des affaires, etc. Mais ils ont eu un background d'ingénieur. Tandis qu'en France, on a des écoles d'excellence dans le commerce, mais qui nous servent à rien. Et le problème de l'apprentissage, malheureusement, c'est que l'apprentissage a été dévoyé et qu'une grande partie de l'apprentissage, c'est du financement d'études totalement inutiles dans des écoles privées chères qui ne forment pas au métier dont on a effectivement besoin. Et donc là aussi, il faut faire des choses qui sont extrêmement déplaisantes, c'est-à-dire dire on sélectionne les apprentissages en disant ben voilà, ces apprentissages-là, ben, ils sont massivement subventionnés parce que c'est utile, et d'autres, ben, c'est moins utile. Alors, je vous en prie, Christian. Oui. Il faut bien voir que le sujet est extrêmement complexe. Hein. C'est une énorme pelote, et puis quand vous commencez à tirer, vous avez des tonnes de fils. Ouais. Alors, bon, effectivement, il y a encore 7-8 ans, 60% des ingénieurs formés en France n'allaient pas dans l'industrie. Alors, voire même 70%. Donc ça, c'est monstrueux. Par rapport à il y a 50 ans, 90% allaient dans l'industrie. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la désindustrialisation a supprimé les bons jobs aussi dans l'industrie. Donc, effectivement, et en plus, les jobs étaient... Comme on avait un appareil industriel qui s'était affaibli, les jobs dans l'industrie étaient moins bien payés que dans la finance. Un ingénieur qui sortait de l'X ou de Centrale, il était 3 fois mieux payé dans la finance que dans l'industrie. Et en plus, c'était une industrie en voie de paupérisation. Donc, on peut comprendre que les gamins aient envie d'aller à ce moment-là dans la finance. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'en sortir sans une politique stratégique extrêmement forte, où il y a un volet foncier, mais il y a un volet recherche, il y a un volet formation, et puis il y a un volet communication et orientation très fort. Par exemple, on pourrait aller vers une réflexion, mais il faut que ce soit collectif et il faut que tout le monde s'engage dans cette direction, il faut que les syndicats l'approuvent, mais on pourrait aller vers des bourses de montants différents, si c'est filière scientifique et technique ou si c'est dans d'autres filières, par exemple. Ça serait des incitations et des orientations. Ça ferait des cris d'orfraie épouvantables, voilà, mais... On n'interdit pas aux gens d'aller en sociologie. Il faut le dire, c'est nécessaire. Voilà, mais si vous y allez, vous aurez des bourses moindres que si vous allez en chimie ou en technologie. Mais il faut ouvrir le débat. Est-ce que finalement, il n'y a pas un moment où les syndicats diraient finalement, c'est pas idiot de faire ça. Bon. Alors, il y aura certainement des partis politiques ou des gens qui s'y opposeront, on aura des hurlements. Bon. Mais il y a un moment, il faut que la nation décide de son avenir et qu'on se mette d'accord sur un projet et qu'on se mette d'accord sur les instruments. Mais il n'y a pas de discussion sur ça, en fait. On peut imaginer des choses horribles, disant, voilà, si... vous vous engagez dans tel ou tel métier, par exemple le nucléaire, on vous garantit que votre emploi sera préservé et que si par hasard la filière ne se développe pas comme on l'espère actuellement, eh bien on vous financera de façon très importante
votre reconversion de manière à... Effectivement, il y a des secteurs, on peut dire, voilà, la France met le paquet sur le nucléaire, on met le paquet sur l'IA, on met le paquet sur peut-être la voiture automobile, les véhicules automobiles qu'on va reconquérir. Et si les gens qui s'engagent dans ces secteurs, ils ont une garantie. Et il faut dire clairement, ces secteurs, on vous garantit un emploi, tandis que si vous voulez, vous pouvez faire des études de sociologie ou de psychologie. Mais voilà, c'est à vos risques et périls. Voilà. Ce que je dis est tout à fait scandaleux. J'espère que... Mais voilà. Alors on a Jimmy Jab qui nous dit, avant de commencer à parler de formation, il faut déjà réindustrialiser le pays. On ne peut pas s'engager dans un secteur si on n'a aucune perspective d'avenir, aucune vision sur le long terme. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Oui, c'est ça. Aussi bien, d'un côté, comme l'a dit Christian, les gens ne sont pas incités à s'engager dans un secteur en déclin. Et une fois que un secteur n'a pas de travailleurs, forcément, il est en déclin. Donc il faut inverser. Alors, il faut quand même... Regardez au plan mondial, il y a maintenant le temps passe, 60 ans, la Corée du Sud, c'était un pays extrêmement pauvre qui produisait du riz. Et pas grand-chose d'autre. Et puis, il y a eu une politique de montée en compétences et de développement de filières. Et aujourd'hui, ils sont à la pointe de nombreuses technologies. Ils contribuent même, c'est pas souhaitable sur le plan moral, mais quand les Polonais sont inquiets de ce qui se passe en Russie, ils vont même chercher leurs armes en Corée. Donc, il y a eu une transformation totale de ce pays en 60 ans. C'était arrivé au Japon avant. Donc la question, c'est quelle est la stratégie nationale de la France, hein? Je pense, c'est un avis personnel, on peut en discuter, parce que c'est quand même lié à ce qu'on vient de dire, ça fait 30 ans que la France n'a pas de projet stratégique, en fait. On a eu des gouvernements de droite et de gauche qui gèrent au jour le jour, qui ont des options différentes sur la retraite, sur des allocations d'une façon ou d'une autre, mais ça fait au moins 30 ans, si ce n'est 50 ans, que le pays n'a plus de grandes options stratégiques. Qu'est-ce qu'on veut? En fond, ça revient à qu'est-ce qu'on veut que la France soit dans 10 ans, 15 ans. Non. Aujourd'hui, l'alpha et l'oméga de toute discussion, c'est l'écologie. Alors, il y a un chiffre quand même qu'il faut avoir à l'esprit. En 2030, sur la base des décisions déjà prises, l'Union européenne, c'est 6% des émissions mondiales de CO2. L'Asie, c'est 60%. Bon. Donc il faut qu'on continue en Europe d'aller vers une croissance propre, ne serait-ce que pour pouvoir respirer de l'air propre, pour avoir de l'eau propre, ainsi de suite. Mais est-ce qu'il faut mettre toutes les orientations là-dessus, sachant que en fait on envoie les pollutions, les productions en Asie avec les pollutions qui vont avec, en partie bien sûr, mais est-ce que ça n'aurait pas de sens de réinternaliser les productions, sachant que en gros, et pour faire simple, les productions équivalentes en Europe de produits actuellement produits en Asie polluent 2 fois moins. Et la planète, c'est un écosystème, donc on a quand même intérêt à produire en Europe en polluant beaucoup moins et en améliorant encore les productions pour polluer encore moins, voire pas du tout. Et voilà, donc quel est le projet global de l'Europe? Il n'est pas clair. Et celui de la France, il n'est pas clair non plus. Pour l'Allemagne, c'est garder ce qu'ils ont encore d'industrie. Pour l'Espagne, c'est de continuer de se transformer. Pour l'Italie, ils essayent actuellement de redévelopper un certain nombre de filières. Mais la France, c'est quoi alors? Macron, effectivement, depuis 2 ans, parle un peu de réindustrialisation parce qu'on s'est pris des baffes colossales au moment du Covid. On ne produisait plus rien. On ne produisait plus les masques, on ne produisait plus rien. Après, on s'est pris une baffe dans l'industrie automobile parce qu'on n'avait pas les microprocesseurs. Donc, on se réveille, mais on attend chaque fois les baffes pour bouger. Voilà. Donc, est-ce qu'on est capable de se remettre autour d'une table et de dire, voilà, quels sont les secteurs clés qu'on veut développer à 15 ans, qu'est-ce qu'on met comme moyen, éducation, financement, contrôle pour y arriver. Et ça, enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Henri, mais de mon point de vue, ça fait 30 ans qu'on ne fait pas ce travail. Et qu'en pense Henri? D'abord, c'est que la France et l'Europe doivent être à la pointe du combat contre le réchauffement climatique.
même si l'Europe ne représente actuellement que 10% des émissions en consommation, elle a le devoir, si on peut dire, de montrer l'exemple. Elle a le devoir de financer les recherches technologiques qui ensuite pourront être passées aux pays du tiers-monde. Elle a le devoir de financer et aussi d'aider les pays du tiers-monde à lutter contre le réchauffement climatique. Et cela dit, je serais d'accord avec Christian Saint-Étienne pour dire que la France doit dire clairement que notre priorité, c'est d'être un pays industriel à la pointe de l'industrie verte. Bon. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures dans ce sens-là. On va subventionner les industries vertes. Il y a une garantie pour les investissements industriels. Donc, il y a des choses qui existent. Le problème, c'est que ces choses, elles doivent être multipliées par un facteur 5 ou 10. Et puis, comme on l'a dit, il faut que les gens en prennent conscience. Il faut que les gens se disent l'industrie, c'est un grand problème pour la France. Le grand problème, c'est pas... Bon, c'est pas les retraites, c'est pas le grand problème, c'est rester un pays dans lequel on produit et dans lequel on produit de manière satisfaisante, sachant que ça suppose à la fois d'être dans les industries innovantes, dans l'industrie de demain, et aussi de ne pas perdre ce qui existe encore de nos points de nos points forts. Il y a toute une industrie traditionnelle qu'il ne faut pas laisser disparaître. Et le point délicat, c'est qu'il faut à la fois d'initiatives privées, il faut du soutien public et parfois de l'initiative publique, il faut du protectionnisme, il faut de la subvention, et ça suppose un certain affrontement avec des idées européennes qui persistent parfois à Bruxelles, sur lesquelles il faut éviter tout protectionnisme et contrôler les aides d'État. Les aides d'État, c'est indispensable dans notre situation. L'Europe, à certains moments, a dit notre objectif, c'est d'être l'économie la plus compétitive et du monde, d'être la zone la plus avancée sur le plan technologique. Ça ne sera pas possible si, effectivement, on n'a pas une politique industrielle, en grande partie nationale. En petite partie européenne, parce qu'il y a quand même des réussites au niveau européen, Airbus. Mais est-ce qu'une politique beaucoup plus claire au niveau européen pourrait nous servir de guide, ou est-ce qu'il faut vraiment que l'initiative vienne de nous et puis après il faut que ça vienne s'adapte Vous avez une transformation importante au niveau européen qui s'est opérée il y a une quinzaine d'années et qui s'est renforcée depuis, sur une trame qui était anti-industrielle et anti-intervention depuis 50 ans. Mais le changement depuis 15 ans, c'est que c'est l'Allemagne qui a pris le contrôle de l'Europe, du fait de l'affaiblissement de la France, à la fois affaiblissement économique et affaiblissement politique. Bon. Et par rapport à la question que vous posez, il faut un rebond français, mais il faut bien comprendre ce qui se passe au niveau européen. Et quand l'Allemagne a pris le contrôle, c'est un projet très particulier, puisque l'Allemagne s'est organisée depuis une trentaine d'années comme coordinateur de ce qui reste d'industrie européenne, en déléguant des tâches secondaires à l'Europe de l'Est et en agrégeant des produits pour les vendre sous marque allemande à un prix élevé et avec des excédents extérieurs importants. Et donc l'Allemagne, qui a un projet mercantiliste depuis 50 ans, a réussi à l'imposer au niveau européen, à l'intérieur notamment de la Commission européenne.
Ceci entraînait quoi? Les deux grands secteurs d'excellence allemands, c'est la machine-outil et l'automobile. Et le rêve allemand, c'était de continuer de vendre des voitures très chères au reste du monde, en dégageant des excédents colossaux et en vendant des machines-outils dans la même stratégie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la Chine est en train de monter en compétences extrêmement rapidement et avec des coûts qui sont très, très inférieurs à ceux de l'Allemagne. Et c'est que la Corée du Sud et d'autres pays, avec Taïwan, ont pris le leadership dans le numérique. Et puis que les États-Unis sont en train de faire ce qu'on voudrait que la France fasse, c'est-à-dire qu'ils mettent en place une politique de réindustrialisation dans une recherche de souveraineté. Et voilà, ils font exactement ce qu'évoquait Henri Sterdyniak. Donc, ce qui est d'ailleurs assez marrant, parce que la Commission européenne avait un gospel depuis 50 ans qui était « faisons comme les Américains ». Aujourd'hui, on voit que les Américains... Et la France disait il faut faire ce que disait Henri, c'est-à-dire avoir une politique industrielle. Et la Commission disait « ah non, mais tout ce que dit la France, c'est monstrueux, il faut faire comme les États-Unis ». Et aujourd'hui, les États-Unis font ce que la France disait qu'il fallait faire depuis 30 ans. Donc la question, c'est les Allemands gouvernant l'Europe, est-ce qu'ils sont en train de modifier leur approche, notamment sur le commerce, parce qu'il y avait une idéologie européenne de commerce ouvert sans limite. Donc, est-ce qu'au moins on est capable de revenir à un commerce avec réciprocité? Il y a quand même un exemple spectaculaire quand Juncker, il n'y a pas longtemps, puisque c'était l'avant-dernier mandat à la tête de la Commission, donc il est parti il y a 5 ans. Et au moment du discours de départ, il a dit les Européens ont accès à 2% de la commande publique en Chine et les Chinois ont accès à 90% de la commande publique en Europe. Il faudrait faire quelque chose. Non, mais il faudrait faire quelque chose. Le type, il avait fait 2 mandats à la tête de l'Europe. On pourrait peut-être essayer de bouger, mais il ne pouvait pas parce que les Allemands interdisaient qu'on bouge, puisque les Allemands voulaient continuer de vendre leur camelote à la Chine et ne voulaient pas qu'on prenne de mesures contre la Chine. Donc la question, c'est maintenant que les Allemands sont fortement concurrencés sur la production automobile par les Chinois, maintenant que les machines-outils, elles sont fabriquées en Corée et ainsi de suite, les Allemands, ils sont un peu au bout de leur modèle mercantiliste. Donc, est-ce qu'ils vont virer leur cutie en termes de politique stratégique ou pas? On est dans ce moment de mutation où on voit l'Europe sortir des papiers en disant il faudrait un peu plus de réciprocité, mais on n'a pas mis encore en place une politique à l'américaine. Donc la question, c'est combien de baffes il va falloir que l'Europe continue de se prendre pour qu'on passe au modèle américain mis en place par Biden. Et à l'échelle française, ce sujet est malheureusement peu évoqué au moment des élections européennes. Oui. J'allais vous poser la question. C'est quand même un sujet essentiel, c'est qu'il faut que la France défende avec force et trouve des alliés en Europe pour une politique plus offensive en matière industrielle et une politique qui nous laisse des marges de liberté. Or, c'est pour ça que la stratégie de choisir la France, elle est contestable parce que c'est pas une stratégie qui porte l'ensemble de l'industrie française avec des capitaux français, avec un plan sectoriel, avec des plans sectoriels comme on aimerait que ce soit. Et quand il y a pour dire quelque chose de particulièrement qui m'a énervé, c'est Macron qui dit les banques françaises, elles peuvent être achetées par des étrangers. Ça, c'est scandaleux, c'est épouvantable. Parce que si effectivement les banques françaises sont achetées sous des capitaux étrangers, ça veut dire qu'on n'a pas la possibilité d'avoir une politique de financement par des capitaux français du renouveau industriel. Et donc, c'est l'inverse qu'il faudrait faire, c'est-à-dire développer le système bancaire et financier français avec des objectifs précis en matière de réindustrialisation et avec des garanties publiques si nécessaire et en fournissant des fonds propres si nécessaire, parce que si nos industriels français
ne veulent pas prendre le risque, et ben c'est l'État qui doit prendre le risque. Et donc, il y a une petite incohérence dans la politique industrielle française. Sachant qu'il n'est pas sûr qu'il y ait vraiment une politique industrielle, c'est-à-dire quelque chose de cohérent. Voilà. Parce qu'on peut se réjouir effectivement que les étrangers viennent prendre quelques petites niches parce qu'on a de l'énergie décarbonée, mais ça ne suffit pas pour relancer l'ensemble, quoi. En appui de ce qu'a dit Henri, là, quand Allianz a racheté AGF, j'ai eu des informations de l'intérieur qui montrent que post-prise de contrôle par Allianz, il y avait plus que 30% de l'épargne des Français qui passaient par AGF qui était investie en France. Et le reste allait financer ailleurs. Hein. Et j'ai d'autres informations récentes. On veut créer un marché européen des capitaux. Il faut savoir qui demande ça. Ce sont notamment les grandes banques américaines. Et quand les grandes banques américaines s'implantent en Europe, elles peuvent aider, et puis c'est bien en termes d'image, c'est très bien, mais c'est un peu l'image de la fusée. Hein. Il faut que la fusée centrale, elle soit française, que les banques principales soient françaises et que les industries principales soient françaises. Qu'il y ait des boosters autour, c'est pas grave. Mais ça serait criminel, par exemple, que la Société Générale parte, d'autant plus que, même si c'est devenu une petite banque, elle a des spécificités dans les financements internationaux et dans les technologies des marchés financiers. Si ça passe sous contrôle étranger, c'est complètement con. Et par exemple, c'est là où si on avait une politique stratégique, il faudrait qu'un de nos mutualistes, Banque Populaire ou Crédit Agricole, rachète la Société Générale ou prenne une participation majeure dans la Société Générale. Ça les boosterait eux-mêmes pour devenir plus influents au plan européen et ça éviterait que ces compétences il doit y avoir 7 ou 8 000 personnes ultra qualifiées à la Société Générale qui travaillent sur les marchés financiers. Si cette compétence part dans les mains d'entreprises étrangères, c'est une compétence centrale pour la réindustrialisation qui est perdue. Voilà, donc sans stratégie intégrée d'industrie, d'éducation, de financement, il n'y a pas de perspective de réindustrialisation significative. Et effectivement, comme le dit Henri, le Choose France, c'est des petites niches, c'est rigolo, c'est sympa. Si on a la grande fusée française, c'est sympa, Choose France. Mais si Choose France, c'est de déconstruire la fusée centrale et dans l'absence de stratégie, c'est même nocif. Et ce qu'il faut éviter surtout, c'est de dire, ben voilà, on est ouvert aux capitaux étrangers, que ces capitaux étrangers prennent le contrôle d'entreprises industrielles françaises qui fonctionnent pour les faire disparaître, comme c'est arrivé. Donc c'est ça le risque de choisir la France, ou choisir la France, ça peut être... Il faut voir qu'est-ce qui nous apporte effectivement, mais dans un grand nombre de cas, ils apportent rien. Et le problème aussi, c'est qu'on a l'impression que l'État ou le système bancaire public français n'a plus de moyens et que du coup, on fait appel à des aventuriers étrangers comme Krasinski, pour Atos. Que vient faire Atos? C'est une perle française, elle doit rester française. S'il faut 200 millions, c'est peanuts. Si on a une BPI France pour ça, on ne va pas faire appel à un aventurier tchèque pour récupérer Atos. Et c'est quand même prodigieux quand on a l'exemple d'Alstom, quand on a l'exemple de les entreprises de ciment, Lafarge, ou l'entreprise ou Essilor. Lorsqu'on est acheté par des capitaux étrangers, on perd la capacité de développer l'industrie et de développer des emplois en France. Donc, une grande chose France, c'est très sympa, mais il faudrait plutôt protéger l'industrie française de certains rapaces étrangers, et puis aussi inciter les entreprises françaises à avoir de l'emploi en France. En France, il y a 2,2 millions d'emplois
qui sont fournis, si on peut dire, par des entreprises sous contrôle étranger, 2,2 millions. Et les entreprises multinationales françaises ont créé à l'étranger 5,2 millions d'emplois. Donc, je veux dire, l'importance, bon, les 1 million d'emplois dont parle Christian, on pourrait peut-être en partie les avoir dans ces 5,2 millions. Et ce sera le mot de la... C'est un dernier point là. On a 600 milliards de fonds dans le livret A et LDD. C'est l'argent de la population, c'est l'argent du peuple, pour parler en termes politiques. Je ne peux pas croire qu'on ne peut pas mettre 100 milliards en appui de la réindustrialisation avec une garantie de l'État. Enfin, c'est insensé. Bon, donc, effectivement, sur Atos, c'est monstrueux d'être dans la situation actuelle. On a besoin d'un fonds souverain et on a les moyens, on a l'épargne, mais elle n'est pas investie dans la réindustrialisation. Donc c'est pour ça que, enfin, on ne peut que répéter ce qu'on a dit. Il faut une stratégie intégrée, cohérente chaque année, sur la durée. On a 600 millions d'épargne en France. Je veux dire, c'est quand même assez énorme. Mais bon, ben, voilà, il y a des projets. On a le livret A, on pourrait faire un livret I pour industrie. Qui rapporterait un peu plus que le livret A, le livret industrie, dont on garantirait qu'il soit investi dans l'industrie avec des gadgets du genre, ben voilà, vous êtes intéressé par les résultats de l'industrie et voilà, mais lancer ce projet à titre de communication, mais une communication qui serait utile. Et ensuite, il faut dire aussi que l'industrie, c'est des gens qui travaillent, et donc il faut revaloriser les métiers industriels, et ça ne doit pas se faire forcément au détriment des travailleurs. C'est pour ça que l'argument en disant on a détruit une partie du droit du travail, c'est pas forcément génial, parce que quand même, si on veut attirer des gens dans l'industrie, il faut leur garantir certains avantages. Merci beaucoup, messieurs, Henri Sterdignac et Christian Saint-Etienne, d'être venus nous parler de tout ça sur le talk. Je vais vous laisser quitter le plateau à 13h05 déjà. Merci beaucoup d'être venus.